Bonjour, Dimanche en politique prend des airs de vacances aujourd'hui. Une heure d'émission spéciale pour parler tourisme, culture et patrimoine. Ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir ce qui fait la richesse de notre région et qui a attiré l'an passé 28 millions de touristes. Les sites emblématiques que vous voyez, ou plus insolites, les événements marquants de l'été, les tendances actuelles et les enjeux de demain. On en parlera avec nos spécialistes sur ce plateau et nos nombreux invités et reportages dans toute la région. Direction tout d'abord le Périgord, l'une des grandes destinations touristiques de l'été. Il y a bien sûr le nouveau Lascaux à visiter. 500 000 personnes l'ont fait pour sa première année d'exploitation. Et puis, il y a aussi des grottes moins connues. C'est le cas de la grotte de Maxange au buisson de Cadouin. Pour les visiteurs, un lieu magique à l'histoire rocambolesque. Regardez. Certaines richesses ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Elles se cachent au détour d'un rocher, et ce depuis des millions d'années. Jusqu'à ce que le destin ne mette l'homme sur son chemin. C'est l'histoire d'Angel Caballero. Il y a 17 ans, alors qu'il exploite sa carrière de pierre, il découvre une faille dans la roche. L'entrée d'une grotte. Cette grille elle représente l'espace, lorsque j'ai découvert la grotte, qu'on avait pour pénétrer dans ce boyau. Et on l'a laissé, ça indique aux visiteurs où se trouvait la faille par laquelle je suis rentré la première fois. 3 mois et demi d'efforts, des milliers d'euros investis pour déblayer 200 mètres de cavité et découvrir l'œuvre de la nature. Le plafond, les parois sont recouverts d'excentriques, des concrétions formées par l'eau calcaire, défiant la gravité. Les excentriques, je ne savais même pas ce que c'était. Une excentrique, c'est pas courant dans une grotte. Ça me touche encore, oui. Ouais. Parce que bon, il n'y a pas que le fait de découvrir la grotte. Ça m'a donné beaucoup de travail, ça m'a surendetté, ça a bouleversé notre vie, je ne dis pas ma vie, la vie de toute ma famille. Car aujourd'hui, toute la famille travaille ici. J'en profite pour pouvoir vous montrer l'excentrique qui est devenu l'emblème des grottes, le fameux perroquet. Alors, je vous demande, vous ne pouvez pas le rater, suivez mon petit point vert, regardez. Olivier Caballero, un des fils d'Angel, assure même les visites. Est-ce que c'est beau? Ça fait rêver. Ça fait... On n'imagine pas que la nature puisse faire des choses comme ça. Et en plus, moi, j'admire le travail qui a été fait pour arriver à en donner l'accès et qu'on puisse vraiment découvrir et apprécier. Et dire que les grottes de Maxange n'ont pas encore livré tous leurs secrets. On a juste mis un petit spot au fond pour montrer justement aux gens qu'il y a une continuité. Peut-être que ça débouche sur rien, mais peut-être qu'on peut, après avoir enlevé cette terre, encore découvrir tout ce qu'on a vu. Des merveilles. Encore des merveilles, voilà. À Maxange, la nature poursuit sa création. L'œuvre du temps, telle l'œuvre d'une vie. Alors ce patrimoine aquitain, c'est l'un des grands atouts, on le disait, de la région, avec aussi ses traditions, sa gastronomie, son littoral ou encore les Pyrénées. On va parler de tout cela. Je vous présente nos invités. Christelle Piochot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Conseillère régionale en charge de l'attractivité. On verra notamment avec vous les stratégies de développement touristique de la région. Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourisme, spécialiste du tourisme en France. Bonjour Didier. Et Mathieu Marsan, rédacteur en chef adjoint au Festin, revue et édition d'art en Nouvelle-Aquitaine. C'est avec vous que je commence, Mathieu Marsan. Ce patrimoine, je le disais, c'est l'un des atouts touristiques de la région. En quoi est-il si exceptionnel ? Ce patrimoine, il est exceptionnel parce que la région a une très riche histoire, une très longue histoire. On vient de le voir de la préhistoire et même au-delà jusqu'au XXe siècle. Donc on a une très grande variété du patrimoine dans la région. On le voit notamment sur la côte atlantique où on retrouve une architecture liée à la villégiature qui est extrêmement riche du 19e et 20e siècle. Et quand on rentre également dans les terres, on retrouve des paysages magnifiques dans les Pyrénées, le Lot-et-Garonne, et également avec des pôles urbains extrêmement riches. Je pense notamment à Bordeaux qui compte plus de 300 monuments historiques, mais aussi des villes comme Pau ou Périgueux qui méritent aussi un intérêt extrêmement grand aujourd'hui. Il y a, je crois, 6000 bâtiments classés monuments historiques dans la région, grande région Nouvelle-Aquitaine. Quel rôle joue ce patrimoine dans la venue, dans la fréquentation touristique? Il est fondamental, d'abord parce que les Français, lorsqu'ils partent en vacances, ils ne partent pas pour ne rien faire. Et les étrangers encore plus. La dimension patrimoniale, c'est ce qui fait la différence.
ce patrimoine bâti, ce patrimoine culturel, ce patrimoine gastronomique. Et heureusement, si la France a cette place dans le monde en matière touristique, c'est pas seulement par nos infrastructures. D'ailleurs, de ce point de vue, nous avons plutôt pris du retard par rapport à d'autres pays. C'est grâce à ce patrimoine, le fait de raconter des histoires. On le voit avec le reportage sur la grotte de Maxange. Il y a tout là-dedans. C'est à la fois les Français, ils veulent, et les étrangers, ils veulent vivre un tourisme expérientiel. Ils veulent qu'on leur raconte des histoires, ils veulent apprendre, ils veulent découvrir et ils veulent partager. Et ils le font notamment à Bordeaux. Bordeaux qui est devenu une porte d'entrée pour la région et c'est quand même assez nouveau. Alors Bordeaux, qui était la ville que l'on fuyait il y a 30 ans, ils ne cherchaient qu'une chose, ces vacanciers, c'est à passer le plus rapidement possible le pont d'Aquitaine pour aller dans leur destination de villégiature. Et aujourd'hui, c'est devenu un cœur, une ville à partir de laquelle on rayonne. Et bien évidemment, cette attractivité de Bordeaux rejaillit sur la région, pas suffisamment encore d'ailleurs. Il faut intégrer le fait qu'il y a nécessité de favoriser les déambulations sur l'ensemble du territoire aquitain. Mais la grande force de Bordeaux, c'est le fait d'être identifié à l'international et de capter de plus en plus une clientèle étrangère et notamment des pays émergents et des clientèles à fort revenu. Bon, Christelle Pluchot, je reviens vers vous dans un instant puisqu'on parle de Bordeaux. Voyons comment la ville aujourd'hui se visite justement. Service à la carte, déplacements insolites, les formules sont variées. Reportage de Jean-François Géat et Sébastien Delalot. Avec 7 millions de visiteurs l'an dernier, Bordeaux donne des idées aux professionnels du tourisme. Depuis 3 ans, c'est à vélo que ce guide propose de visiter la ville. In French, we used to call Bordeaux le port de la Lune, Bordeaux Moon Harbour. À Bordeaux, 27% des touristes sont étrangers. La balade à bicyclette séduit particulièrement les habitants du nord de l'Europe, mais ces cyclotouristes néerlandais n'ont pas été seulement attirés par le vélo. Nous sommes très intéressés par le vin et tout ce qui concerne le vin. C'est pourquoi nous avons choisi Bordeaux et de venir d'abord à Bordeaux pour voir la ville. La Belle Endormie est une réputation dépassée. Je pense que c'est plus sympa que Paris sur bien des aspects. Du traditionnel autobus à Impérial, en passant par le sidecar ou le tuk-tuk, la ville compte une vingtaine d'entreprises proposant des visites guidées. Depuis 1 an, cette société bordelaise loue des voitures électriques avec audioguide géolocalisé. Après le pont de Pierre, vous rejoindrez à nouveau la rive gauche pour découvrir les monuments historiques et les ruelles du vieux Bordeaux. Près de 2 tiers des clients sont étrangers, mais pour eux, la ville est souvent une porte d'entrée. Nous avons beaucoup de clients qui prennent le matin la visite de Bordeaux, l'après-midi la visite d'un vignoble, ou le lendemain pour une pleine journée à Saint-Émilion. Si Bordeaux se taille une belle réputation sur le plan international, l'Office du tourisme constate que les Français forment encore le plus gros bataillon de visiteurs. La capitale girondine est une destination ou au moins une étape incontournable. On descend au Pays Basque, donc voilà, c'était en même temps sur notre trajet et ça nous permet de connaître une très belle ville. C'est une ville quand même assez fascinante. Enfin, on entend toujours parler de Bordeaux, on sait que tout le monde se déplace vers Bordeaux. En 2017, le célèbre guide touristique Lonely Planet avait classé Bordeaux ville la plus attractive au monde. En parlant d'attractivité, Christelle Pluchot, vous êtes en charge donc de l'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine au Conseil régional. Bordeaux, un atout touristique qui peut peut-être faire de l'ombre à d'autres sites touristiques. Comment on intègre le succès de Bordeaux dans une stratégie de développement régional ? Alors c'est ce que disait l'un de vos invités, on s'en sert comme d'une marque qui attire et qui va nous permettre de faire parler de la Nouvelle-Aquitaine pour qui, le vocable Nouvelle-Aquitaine, ça parle à personne, alors que Bordeaux, c'est une marque qui est connue sur le plan national, sur le plan international. Et donc il y a d'autres marques comme ça aussi qui servent d'appui. Absolument, La Rochelle en est une, Biarritz, même Limoges, on a souvent tendance à considérer que l'ex-Limousin, sur le plan du tourisme n'est pas aussi attractif que peut l'être un département comme la Charente-Maritime. Alors j'en parle d'autant plus facilement que j'en suis issue, mais si on prend le lac de Vassivière, c'est une porte d'entrée aussi. L'idée étant de s'appuyer sur des marques fortes qui, comme le disait l'une des personnes dans le reportage, qui vont permettre ensuite de diffuser sur le reste du territoire. Ça, ce sont justement ces marques fortes qui vont servir de stratégie de développement. On en parlera tout à l'heure ensemble. On poursuit d'abord cette émission spéciale tourisme, culture et patrimoine en Aquitaine. On prend la direction du cœur historique du pays d'Albret, des seigneurs d'Albret, Nérac.
terre d'Henri IV, qui y passa d'ailleurs une partie de sa vie. On rejoint sur les bords de la Baïse ou Béise, ça dépend comment on prononce. Jacques Billerit, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Président du comité départemental du tourisme en Lot-et-Garonne. On va parler ensemble de ce tourisme de croisière fluviale en plein essor. Un mot d'abord sur cette Baïse, moins connue que la Garonne ou le canal du Midi. Depuis quand y navigue-t-on ? On y navigue depuis des siècles et on l'a remis en navigation depuis une vingtaine d'années pour les passagers. Mais c'est une rivière qui a toujours été navigable, en particulier pour transporter des produits agricoles. Aujourd'hui, quel est le poids du tourisme fluvial en Lot-et-Garonne ? On va dire c'est dans les un peu moins de 10%. Ça représente entre l'ensemble des produits, que ce soit des locations de bateaux habitables, que ce soit les bateaux à passagers, que ce soit également les locations à la journée, et puis avec tout ce que ça permet de diffuser sur l'arrière-pays. 10%, comment on augmente ce pourcentage ? Il faut qu'on gagne en notoriété. Vous parliez là tout à l'heure dans l'émission de comment on peut se servir des grands spots comme Bordeaux, comme Saint-Émilion, comme le bassin, comme la Charente-Maritime. Comment les gens qui viennent dans ces destinations-là viennent ensuite sur l'arrière-pays, dans des territoires plus ruraux qui peuvent être des étapes vertes importantes. Quelles sont les attentes des vacanciers aujourd'hui qui viennent faire du tourisme fluvial en Lot-et-Garonne ? Elles sont attentes autour de la nature, autour de la rupture avec le rythme, autour des retrouvailles et puis également de tout l'aspect de se ressourcer. C'est essentiellement ces éléments-là que l'on vient chercher sur notre territoire. Et cela coûte combien un séjour en croisière fluviale ? Si c'est sur une semaine, ça dépend des bateaux habitables, mais c'est aux alentours un peu moins de 1 000 € pour un bateau habitable entre 4 et 6 personnes. D'accord. Alors, est-ce que ce tourisme fluvial est rentable, on va dire, pour la collectivité, vu qu'il faut quand même entretenir les berges, les écluses ? Si on est dans une rentabilité directe, non. Mais en termes d'image, c'est important. C'est un des éléments que l'on met en avant pour vendre le Lot-et-Garonne. Le tourisme fluvial fait partie. Nous avons plusieurs cours d'eau. Nous avons le Lot, nous avons la Garonne, nous avons le canal des Deux Mers, le canal de Garonne, plus la Béise. Donc ça fait partie des atouts commerciaux. Donc on le regarde plus comme un investissement de notoriété plutôt qu'une rentabilité directe. Merci Jacques Billerit. Bel été à vous. Image à Nérac signé Michel Bruno. Didier Rinaud, je reviens vers vous. Au-delà du Lot-et-Garonne, ces croisières fluviales séduisent vraiment de plus en plus de Français et d'Européens. Alors déjà la croisière, au sens large, séduit de plus en plus, avec deux types de croisières. C'est un petit peu comme le tourisme. On a les villes qui poussent à un tourisme, ce qu'on appelle un tourisme condensé, c'est-à-dire de court séjour, on fait un maximum de choses dans un minimum de temps. Et là, on est dans une logique pour le Lot-et-Garonne de slow tourisme, d'un tourisme doux, d'un tourisme de découverte, avec, bien évidemment, ils sont sur leur bateau, sur leur péniche, mais ils sortent aussi avec leur vélo, ils vont découvrir les territoires, découvrir notamment les productions de terroir, découvrir le patrimoine. Et c'est un point qui est un point tout à fait fondamental. Aujourd'hui, on n'est plus seulement dans un tourisme de masse, on est dans un tourisme de niche, dans un tourisme affinitaire. Et donc, ça suppose de développer, de structurer ces filières. Et notamment, le Lot-et-Garonne a véritablement un potentiel pour structurer ces filières autour, bien évidemment, du tourisme fluvial, mais aussi de toutes les productions de terroir et de ses patrimoines. Bon, merci. Si les croisières ne vous attirent pas cet été, peut-être allez-vous préférer les Pyrénées-Atlantiques. Un lieu spectaculaire et chargé d'histoire est ouvert à la visite, le fort du Portalet. L'accès à ce poste frontière fortifié classé monument historique n'est pas facile, vous allez le voir, mais la vue sur la vallée d'Aspe est à couper le souffle. Regardez ce reportage d'Élise Descartes et d'Ivan Carpentier. C'est une visite qui se mérite. 600 mètres de dénivelé pour accéder à ce joyau de la vallée d'Aspe. On va y rentrer, je vous le promets. Mais avant d'y rentrer, un fort construit au XIXe siècle pour défendre la frontière d'une invasion espagnole. Un site de 11 hectares adossé à la montagne où stationnaient 400 militaires. Mais le fort du Portalet est surtout connu pour son passé de prison politique pendant la Seconde Guerre mondiale. Des hommes politiques ici ont été privés de leur liberté, notamment Blum, Gamelin, Daladier, Reynaud, qui ont passé quelques mois, voire une année ici, et Mandel aussi, qui a fait partie de ce lot de prisonniers. Oui. Au premier étage, il y avait donc Paul Reynaud, Georges Mandel, Jacques Crozat, et bien sûr il y avait un gendarme qui surveillait tout ce monde.
Sans parler du maréchal Pétain, enfermé ici juste après la guerre. La visite des cellules constitue d'ailleurs un moment fort. Le Portalet impressionne ses visiteurs avec ses couloirs sombres et ses coursives. Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord l'histoire des prisonniers qui sont venus ici, enfin de Pétain et compagnie là. Et après, le reste de l'architecture, je connaissais. La prouesse que ça représente de construire un tel édifice dans les conditions de montagne comme ça, et surtout avec les moyens de l'époque. Le fort du Portalet accueille 4 à 5 000 personnes par an, mais les visites guidées sont limitées à cause de l'accès qui se fait par la nationale 134. La communauté de communes et le département ont donc le projet de construction de 2 passerelles. L'objectif serait de sortir les gens de la route nationale par une passerelle qui arriverait de la Mature jusqu'au fort, qui descendrait les lacets du fort et reprendrait une autre passerelle ici en encorbellement le long de la route nationale pour éviter aux uns comme aux autres de passer sur cette route. Un projet ambitieux qui devrait voir le jour d'ici 2020 pour que le fort du Portalet redevienne un grand site historique du Béarn. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le champion de la fréquentation touristique, c'est le Petit Train de la Rhune avec 350 000 visiteurs. Des vacances cet été à la montagne, 28% des Français disent oui, résultat d'un récent sondage OpinionWay. C'est quand même 10 points de plus qu'en 2010 et ce n'est pas pour vous déplaire. Régine Cassocco, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe de l'Office de tourisme du Haut-Béarn. On devine les Pyrénées derrière vous depuis Pau, vous êtes sur le boulevard des Pyrénées. Les Pyrénées béarnaises vont-elles bénéficier de cet engouement cette saison ? Eh bien, on espère en tout cas. En tout cas, ce qui un petit peu explique ces chiffres qui remontent un petit peu et qui nous font plaisir, c'est tous les efforts qui sont faits depuis quelques années pour rendre la montagne plus ludique, plus attrayante. On a un petit peu souffert les 15 dernières années ou les 20 dernières années, sur la montagne estivale en tout cas, d'une montagne un peu difficile, réservée aux initiés. Et on développe aujourd'hui beaucoup d'activités et d'initiatives pour rendre la montagne plus facile et ouverte à tous, pas seulement aux sportifs. Nous avons par exemple sur les stations d'altitude, qui sont la Pierre Saint-Martin. Oui, cela vaut-il le coup justement pour les stations d'altitude d'ouvrir hors saison hivernale ? En tout cas, ça répond à une partie de la demande. Nous avons donc sur les stations d'altitude de la Pierre Saint-Martin, Gourette, l'espace nordique du Somport aussi des activités désormais en été. Des activités, alors quand il y a des remontées mécaniques, eh bien, ça permet de monter un petit peu plus en altitude facilement. Mais avec des activités très ludiques comme luge d'été, vélo électrique. Et le public est en demande de découverte de ce milieu, qui est un milieu naturel d'exception, et qu'il complète avec toutes les activités qu'on peut avoir dans les vallées, au pied de ces sommets ou de ces stations d'altitude, avec là aussi une richesse d'activités complétée avec, comme vous le disiez précédemment, l'importance du patrimoine qui vient appuyer aussi un séjour et compléter des vacances familiales. En quelques mots, quel sera l'impact des récentes intempéries qui ont violemment touché les Pyrénées-Atlantiques sur cette saison estivale ? Il y a une très forte réactivité des collectivités. Les routes abîmées vont réouvrir. Donc ça va peut-être un petit peu différer le démarrage. La météo ne nous a pas aidés jusqu'à présent. Mais bon, il y a plein d'alternatives et je pense que l'impact sera quand même minimisé puisque la nature, enfin en montagne, on a un petit peu l'habitude aussi des intempéries et donc les réactions sont bonnes et ça devrait bien se passer. Merci Régine Cassocco d'être intervenue depuis le boulevard des Pyrénées de Pau. Image signée Olivier Lopez et bel été à vous. Didier Regnault, je reviens vers vous. La montagne reste une destination vacances moins chère que les vacances sur la côte. C'est ça la clé de la réussite ? Non, pas seulement. On voit bien que les Français préfèrent partir moins, mais avoir de la qualité. Le grand défi, c'est de proposer une réponse aux attentes notamment des familles. Et ce qui a été dit est très justement dit. D'ailleurs, il y a un vrai problème. Quand on interroge les Français sur les destinations qui les font rêver, notamment dans les massifs, les Pyrénées arrivent toujours en première position. Et au bout du compte, ils vont plutôt dans les Alpes. Donc on doit se poser la question du contenu de la destination en été. Et puis, bien évidemment, il y a le développement des nouvelles pratiques. Mais pour ça suppose de la qualité, du confort, de la simplicité aussi d'accès aux activités.
ça suppose de structurer les vallées. Ça suppose aussi, et ça c'est très important, d'avoir un marketing de plus en plus pointu. On a beaucoup de retard par rapport à nos amis autrichiens, suisses, qui savent très bien développer la montagne en été. Il faut la rendre beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile. Alors justement, Christelle Piochot, comment on développe ce tourisme d'été dans les Pyrénées, sachant que la majorité des touristes qui vont dans les Pyrénées-Atlantiques vont sur la côte basque? Alors c'est un travail de concertation avec les collectivités infrarégionales. C'est la structuration de l'offre dont on parlait. Concrètement, ça veut dire c'est les incitations les accompagnements que l'on va faire auprès des hôteliers, auprès des hébergeurs, auprès de tous les professionnels du tourisme qui interviennent sur ce secteur-là. Pour vendre la marque Pyrénées, quoi, finalement. Pas seulement, c'est vendre la marque, mais c'est aussi améliorer la qualité des accueils, améliorer ce que les touristes vont pouvoir trouver lorsqu'ils seront sur place. Donc c'est accompagner une montée en compétences des professionnels, c'est accompagner des hébergements de meilleure qualité. C'est finalement les portes d'entrée sont multiples. Bon, Mathieu Marsan, le Festin a récemment consacré un hors-série sur les Pyrénées béarnaises, justement. L'identité culturelle de ce patrimoine, ça peut être ça, sa force d'attraction touristique? C'est sa force d'attraction touristique, tout à fait. Et c'est vrai qu'on parlait de structuration de l'offre. Elle est structurée donc à une échelle du pays d'art et d'histoire des Pyrénées béarnaises, donc dans le Béarn. Et c'est vrai que ce qui le caractérise, c'est aussi ces petits villages qui ont tous une identité extrêmement différente. On peut aller à Gourette, donc une station de ski qui est évidemment très connue l'hiver, mais que l'on peut aussi visiter l'été, où on découvre son architecture et on y est confronté. Mais aussi, je pense, à un petit village qui est le village d'Assoust, qui est un village de bergers totalement traditionnel, qui est plein de charme. Mais aussi les lacs d'Ayous, où on peut faire une balade, une randonnée en famille sans aucune difficulté pendant une journée. Et on est confronté à 5-6 lacs vraiment extrêmement impressionnants. Donc c'est vraiment ça qui le caractérise, ces Pyrénées béarnaises en tout cas. Bon, restez tous avec nous. La suite de cette émission spéciale Vacances après la montagne. Autre lieu où se mettre au vert cet été, ce sont les Landes. Les Landes, 3e département le plus fréquenté de Nouvelle-Aquitaine l'été dernier, selon l'INSEE, en nombre de nuitées. Les Landes et ses lacs qui plaisent aux vacanciers. Illustration l'été dernier à Léon, commune célèbre pour son lac et son courant duché surnommé l'Amazonie landaise. Regardez. De l'autre côté des dunes landaises, juste derrière l'océan, il est un havre de sérénité, un immense plan d'eau au milieu des nénuphars, entre forêt et marécage. Le départ d'une balade de 4 heures qui promet d'être surprenante. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser le lac pendant une petite vingtaine de minutes avant d'arriver à l'entrée du courant, qui est un petit peu éloignée. Elle se trouve environ dans cette direction-là. Le courant duché, c'est le cordon qui relie le lac à l'océan. Pour y parvenir, il faut ramer au milieu des cabanes en bois des chasseurs. Puis l'on arrive dans la zone des marais flottants, une autre ambiance. En tant qu'humain, on ne peut pas y accéder. Par contre, c'est le paradis du gibier ici. Donc le gibier, il vient se réfugier ici parce que le chasseur ne peut pas y aller. Nous pénétrons ici dans une réserve naturelle. Depuis plus de 100 ans, c'est le territoire des bateliers. C'est en 1905 qu'ont eu lieu les premières descentes du courant. Dans la famille de Maxime Planetz, on fait ce métier de père en fils. Et depuis toujours ce courant, on l'appelle l'Amazonie landaise. On a ce qu'on appelle une forêt-galerie. Donc les arbres, naturellement, ils vont pousser penchés sur le lit de la rivière. Donc ça, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'ils vont chercher de la lumière. Vous avez toujours des toits de végétation comme ça. Mais vous voyez les réseaux de racines assez impressionnants qu'ils font ici. C'est grâce aux aulnes, ça. Ils font des très beaux réseaux de racines qui rappellent un petit peu les palétuviers. C'est sauvage, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit très peu encore de lieux comme ça où c'est encore protégé, etc. Une nature préservée avec une flore et une faune exceptionnelles en Europe. Sur les rives, les gardiens de la réserve surveillent chaque mouvement. Ça, c'est un héron qui niche sur les bords de l'étang Léon. On a entre 5 et 10 couples en fait, qui sont recensés tous les ans sur l'étang.
On a comptabilisé à peu près 270 espèces d'oiseaux sur le site, dont une centaine d'espèces nicheuses. Mais il y a aussi des espèces qui sont liées à la dune, à la forêt et aux marées tourbières que l'on peut rencontrer sur le site. Il ne suffit que de quelques pas sur les berges pour changer d'environnement de façon radicale. Une plage bondée en plein mois d'août. Le lac est peu profond, 1,50 m en son centre. On s'y balade en pédalo, en bateau électrique, plus sécurisant que l'océan. Plus loin, dans les méandres du courant, les bateliers rament encore. Après des heures d'effort, place aux grands espaces, les dunes sont en vue. Nous sommes à Huchet, là où le lac Léon rejoint l'océan. La fin de l'excursion. Et le début d'une autre aventure sur cet océan, celle de la glisse. La côte basque, Biarritz sont le berceau du surf en Europe dès les années 60. Aujourd'hui, le surf au Pays basque, c'est un mode de vie, toute une économie locale et un atout touristique. Bonjour Emmanuelle Joly, merci d'être avec nous. Vous avez été l'une des pionnières du surf féminin en France, 4 fois championne de France, 6 titres européens en poche. Votre fille a pris la relève aujourd'hui avec un titre de championne de France de surf. Pourquoi le Pays basque finalement est-il devenu une destination surf ? Parce que déjà les vagues s'y prêtent, les conditions s'y prêtent. On a toute une façade atlantique avec des baies, des beach breaks et une température à l'année qui est quand même assez correcte pour pouvoir pratiquer tout le long de l'année. Bon, on parle d'un vrai mode de vie autour du surf. C'est de plus en plus vrai au Pays basque ou pas ? Est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît ? On parle d'un vrai mode de vie autour du surf au Pays basque. Est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'est la carte postale ? C'est vrai que ça peut être une carte postale, mais on a un petit peu un rythme de vie, on va dire, à la californienne, même si on reste propre au Pays basque. Mais c'est vrai que si on compare à d'autres régions, on vit ici très proche de la mer. Les enfants sortent de l'école, ils prennent leur planche, ils plongent à l'eau. Je pense qu'ils ont une occupation, c'est d'aller surfer, et ça c'est merveilleux. Alors les écoles de surf, justement, se sont multipliées, environ 700 en France, la moitié en Nouvelle-Aquitaine. Comment éviter la saturation à l'avenir ? Selon vous? Ça, bon, de toute façon, les mairies réglementent tout ça et puis il faut bien répondre à la demande. Mais c'est vrai, je vois par rapport à quand j'ai commencé le surf où il y avait, je dirais à l'époque, une seule école de surf qui était Joe Moraes. Et maintenant, on a énormément le choix. Mais ce qui est bien aussi, ce qu'il faut voir aussi pour les jeunes de la région, c'est qu'il y a aussi des clubs. On dépose ces enfants surfer comme on les dépose à un club de foot ou un club de tennis. On est encadré, chose qu'il y a 20 ans où on se jetait à l'eau comme ça sans savoir et c'était difficile. Et puis c'est aussi des petites entreprises locales. Exactement, et puis ça amène une énorme excusez-moi, pour répéter. Manne financière, voilà. Allô ? Bon, on a compris votre message. Merci beaucoup, Emmanuelle Joly. Peut-être que vous ne m'entendez pas, c'est le bruit des vagues, en fait, sur la côte basque. Vous étiez en direct depuis Biarritz, image signée Fabien Cordier. On parlera tout à l'heure de cette problématique de la surfréquentation estivale dans certains secteurs. La côte basque, c'est aussi un patrimoine à découvrir, il n'y a pas que du surf. Par exemple, à Cambo-les-Bains, un monument historique, la Villa Arnaga et son parc, la maison d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Cette maison a profondément marqué l'histoire architecturale du Pays basque, vous allez le comprendre. Et la visite de cette maison réserve quelques surprises, regardez. Au cœur des montagnes pyrénéennes, une villa où les visiteurs ont une façon de s'exprimer un peu particulière. Ils s'exclament en vers et de manière très théâtrale. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap, que dis-je? C'est un roc, c'est une péninsule. C'est la tirade du nez de Cyrano de Bergerac qu'ils déclament, comme s'ils étaient habités. Car ici, rôde encore le fantôme de l'auteur de ces vers, Edmond Rostand. Au début des années 1900, victime du succès de sa pièce de théâtre, le dramaturge décide de fuir la capitale. C'est au Pays basque qu'il fait édifier cette villa majestueuse, au style architectural nouveau, le néo-basque. Ça s'inspire des fermes de la région, la ferme du Labour, avec une architecture avec des pans de bois apparents, rouges. Le fond de la maison est blanche, peinte à la chaux, une toiture asymétrique en pente douce,
Mais dans le néo-basque apparaissent notamment de nouvelles ouvertures, des fenêtres qui sont en forme en demi-cercle et qui vont apporter beaucoup de lumière. Sa villa, l'écrivain la conçoit comme une œuvre d'art. Il dessine lui-même chaque détail décoratif des 40 pièces à vivre. Et ce qui frappe dans cette maison construite en 1903, c'est la modernité des installations électriques. Particulièrement cette salle d'eau où Edmond Rostand soigne la grave infection pulmonaire dont il est atteint. Et on faisait prendre finalement des chocs thermiques à monsieur. Et ces chocs thermiques permettaient tout simplement de dégager donc ses voies respiratoires. C'est aussi l'air pur de cette station thermale qui doit soigner Edmond Rostand. Il fait aménager un jardin à la française de 12 hectares et, pris par la folie des grandeurs, fait déplacer des arbres des campagnes alentours pour donner un écrin de verdure à sa demeure. Au cours de ses promenades, lorsqu'il voyait un bel arbre qui lui plaisait, il demandait à son propriétaire s'il ne voulait pas lui vendre cet arbre. 85 000 visiteurs viennent chaque année admirer la demeure d'Edmond Rostand et rendre hommage à l'autre art dans lequel l'écrivain excellait, l'architecture. Cette villa Arnaga, Mathieu Marsan, est quand même le berceau, on l'a bien compris, du style néo-basque, et ça a vraiment marqué l'histoire architecturale du Pays basque. Oui, effectivement, c'est un style donc, qui va naître au tout début du XXe siècle, et la villa Arnaga est vraiment un exemple le plus marquant, ou l'un des plus marquants en tout cas. Donc ça a été vraiment extrêmement bien présenté par rapport aux références aux maisons labourdines assez traditionnelles, assez rurales. Et ce style néo-basque, il va évidemment s'étendre ou se développer sur la côte basque, mais on le retrouve également sur la côte landaise. Je pense notamment à Osgore avec le Sporting Casino ou tout le front de mer également, qui est dans un style néo-basque qui va même muter vers un style basque-hollandais. Et plus on monte vers le nord de la région, ce style néo-basque, on le retrouve, que ce soit en Gironde, mais aussi même en Charente-Maritime, dans les stations balnéaires comme Royan par exemple, où on retrouve de manière un peu surprenante des maisons qui ressemblent à des maisons du Pays basque. Alors cette villa Arnaga est classée monument historique comme 6000 autres, c'est bien ça, 6000 autres édifices en Nouvelle-Aquitaine, c'est énorme. Ce patrimoine est une richesse, mais sa sauvegarde est un gouffre financier, aussi Didier Arinaud. Jusqu'à quel point doit-on aller pour restaurer cet héritage commun ? Tout d'abord, c'est un héritage et on se doit de préserver et de développer, de mettre en tourisme ce patrimoine. À la différence de bon nombre de destinations, c'est facile de créer un hôtel-plage à l'autre bout du monde. En revanche, ce patrimoine qui nous a été légué, nous avons le devoir de le valoriser. C'est aussi notre histoire. Ce n'est pas un patrimoine que pour les touristes, c'est un patrimoine aussi pour les habitants. Rappelons quand même qu'un quart de la fréquentation de l'Aquitaine est le fait des Aquitains eux-mêmes. Et donc, il y a une nécessité absolue. La question, c'est comment on peut arriver, en permettant un allongement des flux, d'éviter l'hypersaisonnalité, de faire vivre l'ensemble de ces territoires. Car on parle souvent de surfréquentation touristique, mais pour l'Aquitaine, dans 95% des territoires, nous avons besoin de plus de fréquentation touristique. Et ce patrimoine contribue à l'attractivité à une seule condition, c'est de le rendre accessible au grand public. Et pour le rendre attractif et visitable, il faut l'entretenir. Est-ce qu'il faudra le faire payer un jour, payer l'entrée à tous ces sites patrimoniaux pour leur entretien ? Je suis pas certaine qu'on puisse répondre de façon globale. Chaque site a ses spécificités. Après, c'est... On va faire des lotos du patrimoine en permanence pour le financer. De ce point de vue-là, c'est vrai que Rochefort, via la maison Pierre Loti, a fait largement parler d'elle. C'est pas une idée, c'est pas un axe de développement pour la région de faire payer les entrées sur des sites patrimoniaux. Mais déjà, c'est pas à la région d'arbitrer si on doit faire payer ou pas. Après, c'est la question de l'équilibre financier d'un projet. C'est comment il se co-construit avec les différents partenaires, que ce soit l'État, les départements, les communautés d'agglomération, la région. C'est, je crois, vraiment des choses qu'il faut aller regarder au plus près de chaque territoire, de ses besoins, de ce que ça va apporter, des nécessités aussi qui sont celles de chaque trésor dont recèle notre territoire. Ce que simplement on voit au fil là, des reportages qui sont les vôtres, c'est combien cette
cette richesse qui est celle de la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit la richesse de ses paysages, la richesse de son patrimoine architectural, de son patrimoine vivant, est essentielle à être sauvegardée, et c'est ce qui fait toute l'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine, à destination non seulement de ses résidents, mais aussi des touristes extérieurs au national et à l'international. Alors le patrimoine aquitain, c'est aussi ses traditions, et il y en a une qui attire des millions de personnes l'été, ce sont les férias. Les Landes ouvrent le bal chaque été des grandes fêtes avec Mont-de-Marsan. Bonjour Ludivine Tachon, vous êtes notre correspondante permanente à Mont-de-Marsan et vous êtes au cœur des arènes pour nous parler de ces fêtes ancrées dans l'histoire locale et dans l'économie aussi. Et oui, nous sommes aux arènes de Plumasson, aux couleurs bleu et blanc, les couleurs des fêtes de la Madeleine. Elles commencent le 18 juillet pour se terminer le dimanche 22. Je suis avec Didier Cabane, le directeur de la régie des fêtes de Mont-de-Marsan. Didier, bonjour. Est-ce que les fêtes de Mont-de-Marsan seront payantes comme on peut le voir à Bayonne cette année ? Non, les fêtes de Bayonne, de Mont-de-Marsan ne sont pas payantes. On suit de très près évidemment le dossier bayonnais, mais ça n'a pas été évoqué à Mont-de-Marsan, même si le budget sécurité pèse de plus en plus sur le fonctionnement des fêtes de Madeleine. 5 jours de fête, 5 nuits de fête, il y en a pour tout le monde, pour les petits et pour les plus grands. Hein. Alors la nuit est plus spécialement consacrée aux jeunes, où les jeunes se consacrent plus spécialement aux fêtes de nuit. Et avec les élus, nous faisons tout pour essayer d'animer de plus en plus des fêtes de jour. Il y aura cette année encore des animations à partir de 11h pour que les jeunes et les moins jeunes puissent profiter des fêtes de Madeleine. Tout en sécurité, et l'accueil des festaires est important aussi, particulièrement cette année. Alors oui, depuis l'an dernier, nous avons mis un accent tout particulier sur l'accueil des jeunes, des festivaliers, en créant sur le site de Nahuc deux sites de camping qui pourront accueillir cette année 4500 personnes. Et on a mis plus particulièrement l'accent sur la salubrité et la sécurité en mettant 8 agents de sécurité, des contrôles éthylotests à disposition des jeunes. Et tout ceci dans un espace très sécurisé, 2 bus pour les accompagner vers le périmètre des fêtes et une sécurisation de l'espace piéton pour éviter que les piétons empiètent sur la voie publique. Une dernière question sur la feria de taureaux, puisque ici le Plumasson c'est une grande place de taureaux avec une très belle affiche cette année. Ah oui, alors l'affiche plaît beaucoup cette année. Il faut dire que la commission taurine a beaucoup œuvré pour qu'elle soit parfaite et en mettant en relief particulièrement les corridas du mercredi et samedi avec 2 mano-mano, 2 confrontations ou 2 associations de France et Espagne avec 2 élevages très prestigieux. Et une clôture le dimanche avec des taureaux très très bien présentés. Nous rentrons en Espagne, ils sont très 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 bien présentés. Et une mise en valeur du train d'Arastre avec le concert d'une banda locale, les Faïences de Samadé pour ne pas les nommer. Et un concert tout particulièrement mis au point par le président de la commission taurine et le chef d'orchestre des Faïences. Et je pense qu'on aura un grand spectacle et que tous les spectateurs sortiront et termineront les fêtes de la Madeleine avec, comme on dit ici, la banane. Voilà, on terminera donc avec une grande fête. Rendez-vous donc du 18 au 22 juillet pour les fêtes de la Madeleine. C'est noté, merci Ludivine Tachon. Image signée Clément Hallette. Alors quels sont les grands autres événements sportifs, festifs et sportifs aussi, pourquoi pas, de l'été ? Eh bien regardez cette sélection signée Bernard Tavitian. Pluie, vent ou soleil, quelles que soient les conditions météo, Gare au Roc brille au firmament des festivals d'été. Avec 105 000 spectateurs en 2017, la manifestation lot-et-garonnaise devance dorénavant les francopholies de La Rochelle. Le Périgord, lui, joue la carte du théâtre et du mime. Périgueux et Sarlat frappent alternativement les 3 coups. Mimos, en 25 ans de programmation, n'a jamais perdu le fil. Sarlat reste après Avignon le plus ancien festival de théâtre de l'Hexagone. Oh là, celle-là, elle sort de chez le marchand, hein ? Si les Landes sont célèbres pour leurs fêtes et leurs férias, un petit village s'est fait une place de choix au milieu des pins. Luxeuil, 700 habitants, accueille près de 50 000 festivaliers durant les 3 jours de musique à la rue. Les Pyrénées-Atlantiques au double visage. Béarnais et Basques trouvent l'équilibre entre tradition et modernité. Tradition de la force basque, de la Languedoc ou des pastorales. Modernité des scènes électriques qui résonnent du littoral au piémont pyrénéen.
La Gironde affiche diversité et quantité. Les amants perdus ne sont pas loin. Plus de 500 scènes d'été soutenues par le département, du classique au reggae en passant par le jazz. Ici aussi, on connaît la musique. Eh bien, à propos de musique, direction Garorock, Marmande. Bonjour Ludovic Larbaudy. Merci beaucoup d'être avec nous, cofondateur de Garorock. Bonjour. Les scènes se montent encore derrière vous. On va parler dans un instant de la programmation. Déjà plus de 100 000 billets vendus pour cette édition. Sincèrement, vous auriez imaginé un tel succès en 97 quand vous l'avez lancé, ce festival? Mais là, on est à 127 000 billets à ce jour. C'est pour ça qu'on a annoncé le bientôt complet sur le samedi, vendredi et les passes. Beaucoup de concurrence sur les scènes françaises l'été. Faire ça. Comment vous vous démarquez avec d'autres grands rendez-vous en France sur les scènes? Moi, je ne parle pas de concurrence parce que plus il y a de culture, mieux c'est pour les gens. Le but, c'est de se différencier, de faire passer la meilleure expérience possible à nos festivaliers et surtout de mettre en valeur chacun nos régions et notre région. Et nous, c'est la Garonne avec Garorock, bien sûr, et le Sud-Ouest. Et donc, on est complètement différents des autres. Et chacun a ses spécificités et c'est ce qui fait notre force. Quelle programmation cet été? Donnez-nous envie pour ceux qui n'ont pas encore, les 127 000 qui n'ont pas leur billet. La programmation, il y a Indochine, évidemment. Il y a DJ Snake, Orelsan, on va retrouver Marilyn Manson, Macklemore, Charlotte Gainsbourg, aussi Nina Kravitz, Eddie De Pretto, Angel, Damso, qui sont un superbe album. Et puis c'est Trio, aussi une machinerie énorme. MGMT, Thérapie Taxi, quoi. Et c'est aussi une machinerie énorme. Je ne sais pas si... excusez-moi, j'entends en double en fait. Quand je parle, il y a un retour. Bon, écoutez, je vais vous laisser reprendre. Je crois que vous avez un avion pour aller peut-être chercher encore des artistes juste avant ce Garorock. Merci beaucoup d'être intervenu depuis Marmande. Garorock, c'est du 28 juin au 1er juillet, image signée Jean-Michel Edvin. Alors, si Garorock fête ses 22 ans, Mimos à Périgueux en est à sa 36e édition cet été, 36 ans d'existence pour le Festival du Mime. Comment se renouveler? Quel programme cette année? Eh bien, on en parle avec Dominique Couvreur. Bonjour. Vous êtes conseillère artistique de Mimos, qui n'est plus seulement le Festival du Mime. Comment le définir? C'est le Festival du Mime et de l'art du geste. Donc en fait, disons qu'on va vers des catégories, des domaines qui sont peut-être plus vers la danse, plus vers le cirque, en tout cas l'art du geste en général. Ce qui est important pour nous, c'est que ce sont des spectacles qui traitent le corps en mouvement, d'une façon ou d'une autre. Le fil conducteur de la prochaine édition, c'est les jeux d'apparence. Cela nous promet quoi? C'est un peu une thématique qu'on a retrouvée dans différents spectacles, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les artistes ont voulu traiter ce décalage entre la réalité virtuelle. De toute façon, ils se mettent toujours dans une situation un petit peu en retrait de la réalité pour faire passer leurs émotions, ce qu'ils ont envie de dire à travers différentes techniques, que ce soit des techniques gestuelles, de la lumière, de la musique. Il y aura beaucoup de musique sur ce festival également. Qu'est-ce qui a changé dans les arts gestuels en 36 ans d'existence pour Mimos? Disons que nous, on est parti avec l'idée du mime et du mime marceau, donc la pantomime qui est très très codifiée. Et là, on essaye d'ouvrir vers tout ce qui est théâtre gestuel, mais aussi théâtre visuel. Donc en fait, c'est l'idée de raconter des histoires avec le corps et pas avec la parole nécessairement. Il peut y en avoir, mais c'est pas nécessaire. C'est vraiment la gestualité corporelle qui permet de raconter. Bon, Mimos débute le 23 juillet à vivre, bien sûr, sur France 3 Aquitaine et France 3 Périgord. Merci Dominique Couvreur, conseillère artistique de Mimos. Et merci à France 3 Périgord pour ces images à Périgueux. Notre région, je le disais, a séduit l'an passé 28 millions de touristes. 10 millions d'entre eux ont été recensés l'été dernier sur les plages du littoral de la Gironde au Pays Basque. Comment éviter la paralysie et limiter l'impact de cette affluence record? Des initiatives sont mises en place. Regardez. Biarritz, Seignos, Lacanau, on a frôlé la surchauffe lors de l'été 2017.
10 millions de visiteurs ont posé leurs serviettes sur les plages de l'Aquitaine, l'équivalent de 3 fois la population de la région. Le littoral est pris d'assaut depuis quelques années et la tendance va s'accentuer. On attend toujours plus de touristes, on attend toujours plus de monde dans les métropoles de la région. La région est extrêmement attractive, mais ce qui fait l'attractivité de la région, c'est son milieu naturel, ce sont ses plages et ses espaces ouverts sur l'océan. Le Gressier, sur la commune du Porge, s'est ainsi affirmé comme la plage préférée des habitants de la métropole bordelaise. Des travaux sont en cours actuellement. Le parking de 3000 places va être limité à 2400 voitures. Objectif, protéger la dune, prévenir les incendies et mieux accueillir les visiteurs. Il faut à la fois la préserver, il faut la laisser gratuite. Ça, c'est un enjeu politique fort. Nous avons refusé qu'elle devienne payante. C'est pour ça aussi qu'il y a la rationalisation de l'ensemble de ce plan plage pour qu'on soit en mesure et en capacité de porter les coûts de fonctionnement de ce site. La route des plages l'été ressemble à la rocade bordelaise un matin de septembre. Pas une fatalité pour la région. Il existe plusieurs pistes pour gérer ces flux, des transports collectifs aux applications pour smartphone. Il est vraiment possible d'agir en multipliant toutes les initiatives avec un modèle prédictif qui peut permettre au moment du départ à la plage de dire bon voilà, là ça va être saturé, je vais plutôt me diriger vers tel ou tel endroit. Également combiner les différents modes de mobilité, mobilité douce, le train, le bus. Le littoral est l'atout touristique majeur de la région. Victime de son succès, l'enjeu aujourd'hui est de l'aménager pour le préserver. Bon, Christelle Piochot, un tourisme de masse, entre guillemets, est-ce que c'est compatible avec l'image de notre région appréciée pour son art de vivre et son environnement ? Alors la force de la Nouvelle-Aquitaine, c'est justement d'avoir un littoral très protégé, d'avoir de façon générale tout un patrimoine naturel qui a été préservé. Donc l'enjeu, il est bien là, il est de mettre en place des dispositifs d'accompagnement au développement touristique qui soient le plus durable possible, le plus vertueux possible. Sandrine Derville, vice-présidente en charge du tourisme à la Nouvelle-Aquitaine, le disait, c'est la question des mobilités, de la gestion des flux, c'est penser à des dispositifs innovants qui vont renseigner les touristes sur comment structurer leur journée. Ça suffit, c'est pas des gadgets face à l'ampleur parfois de la fréquentation estivale. C'est la estivale. Multiplication des dispositifs. C'est ce qui était évoqué sur la gestion des flux, le développement de modalités de transport alternatives. C'est par exemple sur le littoral royannais la réflexion qui est en cours pour mettre en place des navettes électriques depuis l'intérieur des terres vers le littoral. C'est aussi la structuration de toute une offre touristique complémentaire à la plage pour permettre aux touristes de ne pas avoir comme seule alternative que d'aller à la plage lorsqu'ils sont en vacances. C'est justement leur offrir la possibilité d'aller découvrir tout ce patrimoine extrêmement riche qui est celui de la Nouvelle-Aquitaine, qui est riche non seulement parce qu'il offre à voir, mais aussi parce qu'il offre à ressentir. La question de l'émotion était vraiment au cœur des différents reportages que vous avez. Tout cela en s'appuyant sur des grandes marques, on l'a vu, Pays Basque, Bordeaux ou autres. Bon, la stratégie, elle est aussi de développement, elle est aussi digitale. Et on va voir que la ville de Biscarrosse a misé dessus ces dernières années. La ville landaise s'est ainsi fabriquée une nouvelle image de marque grâce aux réseaux sociaux, l'image d'un lieu branché et populaire. Regardez comment avec ce reportage tourné l'été dernier. Est-ce que je peux vous faire essayer ce casque Oculus ? Des vidéos tournées à 360 degrés avec 3 thématiques, le surf, l'acrobranche ou alors le vol en autogire. Les touristes se prêtent au jeu et en raffolent. Depuis 2011, Biscarrosse a mis en place l'accueil numérique. L'objectif est de trouver toute l'information touristique sur les réseaux sociaux. Des bornes tactiles ont été installées à l'extérieur et à l'office de tourisme. Facebook est notre plus gros réseau puisqu'on a 30 000 fans actuellement sur notre page. Sur les réseaux sociaux, on va retrouver donc des belles photos, des belles vidéos de Biscarrosse, donc de Biscarrosse plage, de Biscarrosse lac, de Biscarrosse ville. On va aussi retrouver les informations d'actualité, les événements, toutes les animations qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Sabine réalise aussi des films d'1 minute 30 diffusés sur YouTube. Biscarrosse, 14 000 habitants toute l'année, 140 000 pendant les mois d'été. La station balnéaire bénéficie de nombreux atouts avec ses 3 lacs, sa forêt la plus grande d'Europe et l'océan. Un véritable poumon d'oxygène qui attire. Il y a toujours une demande soutenue. Moi, depuis que je suis là, je sens que les gens aiment Biscarrosse. On a envie de venir ici, s'installer, y vivre.
La ville cultive aussi l'art de vivre à la landaise en restant fidèle aux traditions. Dans ce restaurant labellisé assiette de pays, locaux et touristes retrouvent les saveurs d'antan. Ils nous demandent un confit de canard, une escalope de foie gras de canard. C'est la spécialité des Landes, le canard. Biscarrosse, entre tradition et modernité. Dernière innovation, le Wi-Fi disponible à la plage. Didier Arrineau, la concurrence d'Internet est souvent décriée par les professionnels du tourisme, notamment pour les offres de logement entre particuliers. Est-ce justifié cette critique? Alors, c'est un long débat, mais ça peut être justifié pour... il y a une certaine distorsion de concurrence entre des hôteliers, des propriétaires de camping qui payent des charges, qui ont des contraintes très fortes, et puis des particuliers qui louent. C'est aussi une garantie pour le consommateur qui peut poser problème. Mais au-delà de ça, le défi du numérique, c'est un défi fondamental. 80% des vacanciers utilisent le web, plus de la moitié utilisent leur smartphone ou leur tablette pour réserver, pour se renseigner, donc c'est un vrai défi. D'ailleurs, dans le domaine du numérique, on peut dire que la destination France a perdu ce défi par rapport à d'autres destinations. On n'a plus les opérateurs, on n'a pas les outils, et l'initiative de Biscarrosse est tout à fait fondamentale. C'est très bien. On a besoin véritablement de reconquérir les clientèles aussi par le numérique. Et j'ai envie de dire qu'on a besoin de renouveler les clientèles. Et tout ce que l'on voit, la dimension festive, la dimension numérique, le fait de pouvoir attirer les jeunes Européens dans l'Hexagone, c'est un défi fondamental, car aujourd'hui, ce sont d'autres destinations, notamment du sud de l'Europe, qui captent de plus en plus de ces clientèles. Maintenant, il faut faire attention. Le numérique, il faut qu'il soit utile, qu'on ne soit pas seulement dans le gadget. Il y a un vrai défi aussi de coordination. Ça représente de gros investissements. Et en la matière, il y a un chantier qui est tout à fait considérable, qu'il faut réussir. Mais aujourd'hui, un opérateur du tourisme qui n'a pas les outils du numérique est voué à disparaître. D'accord. Alors, dans cette émission spéciale Vacances en Aquitaine, on a beaucoup parlé de patrimoine. On va terminer avec un dernier reportage en beauté avec notre Versailles des mers à tous, le phare de Cordouan, plus ancien phare de France en activité à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. 20 000 visiteurs chaque été. Sa cure de jouvence se poursuit avant peut-être un classement au patrimoine mondial de l'humanité. Regardez. Postulé au patrimoine mondial de l'UNESCO, une démarche légitime. Le phare de Cordouan s'élève sur un site naturel exceptionnel, à l'embouchure de l'estuaire. Un joyau architectural depuis plus de 400 ans, seul phare en mer, encore habité toute l'année. Cette candidature répond donc à une certaine logique. Beaucoup de personnes parfois ne sont pas venues jusqu'à Cordouan, n'ont pas découvert le phare. L'idée c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont là un patrimoine exceptionnel et que demain eh bien, nous puissions garantir d'avoir un patrimoine qui soit hors du commun et reconnu comme tel par l'UNESCO. Lionel, lui, connaît bien l'importance du phare. Gardien ici depuis 9 ans, il espère juste que cette aventure n'affectera pas l'identité des lieux. C'est moi qui fais la cuisine un peu au phare et les gens rentrent des fois dans la cuisine, soulèvent le couvercle de la casserole, là, ça doit être bon. Ils voient vraiment qu'on vit dans le phare. On ne fait pas semblant de vivre dans le phare. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas perdre, c'est cette authenticité. Mais pour obtenir cette reconnaissance, le processus est long. Débuté en 2002, l'inscription prend désormais sa pleine mesure après les premières étapes sur le caractère unique du site et ses dimensions naturelles. On prépare la partie plan de gestion. Et donc tout ça doit être terminé normalement pour fin 2018, de manière à pouvoir présenter le dossier en 2019. Et après, c'est le président de la République qui décidera quel dossier il souhaite présenter au niveau de la France. Réponse au mieux en 2021. D'ici là, les travaux de réhabilitation se poursuivent à hauteur de 6 millions, auxquels il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour parachever la candidature. Et le phare de Cordouan entre Gironde et Charente-Maritime. La Charente-Maritime, première destination vacances de la région en nombre de nuitées, il ne faut pas l'oublier. Un mot à chacun d'entre vous pour finir. La priorité de développement pour la région aujourd'hui, pour le tourisme? Pour le tourisme, oui. L'international, essentiellement, pour qu'on ait une clientèle internationale beaucoup plus importante sur le territoire et un tourisme durable qui soit un tourisme de qualité pour la préservation de nos espaces et de notre patrimoine au sens large du terme. Didier Arrineau, la bonne idée de vacances cet été dans la région?
Oula, vous voulez que je me fâche avec la plupart des acteurs. Écoutez, une destination qui est un peu méconnue, pas loin de Poitiers, qui est le Mont-Morillonnais, qui est une destination absolument fabuleuse, avec à la fois du patrimoine, et notamment l'abbaye qui est classée à l'UNESCO, la proximité de Poitiers, avec des activités aussi pour les enfants, avec Planète Croco. Voilà, c'est une destination méconnue que les Aquitains feraient bien de découvrir. Le coup de cœur du festin qui a sorti un numéro spécial était un artiste au soleil. Le coup de cœur pour vous? On va dire Arcachon, on est au soleil pleinement, à la fois pour la plage, mais aussi pour la ville d'hiver, qui regorge vraiment de plusieurs dizaines de villas vraiment extrêmement extraordinaires que je vous invite à découvrir cet été. Bon, merci à tous les trois d'être venus, merci à tous nos invités extérieurs et merci à vous de nous avoir suivis. Une émission à retrouver sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. À suivre, le 12-13, l'info, restez avec nous.